Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse, ce... A priori, des juifs marocains au Québec, on n'y penserait pas spontanément. On dirait une conséquence métaphorique de la tour de Babel. Ou alors, mon invité d'aujourd'hui, Roy Choukroun, va devoir m'expliquer ce qui se passe. Roy, bonjour. Bonjour, Johan. Roy, tu es doctorant. Tu travailles sous la direction de Sacha Goldstein Saba du département des études du Moyen-Orient à l'université de Groningen et Christopher Silver du département d'études juives de l'université McGill. Effectivement. Tu fais également partie du collectif Judéité, un collectif de jeunes chercheurs en études juives. Oui. Alors j'en viens à ton sujet, le transnationalisme juif marocain, mouvement et l'émergence d'une diaspora mondiale. Roy, ça sonne hyper américain, canadien. Choukroun, on se dit qu'il y a peut-être une origine marocaine. Alors qu'est-ce qui t'a pris de te lancer dans un sujet sur la diaspora des juifs marocains? Ben, en fait, Johan, tu m'as bien identifié. Donc, l'histoire de la diaspora juive marocaine, c'est l'histoire de ma famille. C'est pour ça que je suis lancé dedans. Je me suis lancé dedans. Donc, moi, j'ai ma famille, tous mes grands-parents qui sont nés au Maroc. J'ai un truc, j'ai le qui sont allés en Israël, de là en France, au Canada, au Venezuela. En fait, pas mal partout. Donc, la question, c'est comment cette diaspora est émergée puis est devenue maintenant complètement globale dans le 20e siècle. Je ne sais pas si tu abordes souvent des gens dans la rue en leur parlant de transnationalisme juif marocain, mais qu'est-ce que tu entends par là? En fait, par transnationalisme juif marocain, on peut dire que c'est un terme générique pour beaucoup de phénomènes uniques et des fois liés qui contribuent à l'extrême mobilité de cette population. Comme ça, on peut parler de toutes des communautés dans tout le monde, au Québec, comme on s'est dit, en France, en Israël, en Amérique du Sud et au-delà. Moi, j'ai une question, justement, à partir de cette grande mobilité. Ouais. Je me demande quand même pourquoi les Juifs marocains au Québec, on a l'impression qu'ils ont l'accent de Barbès. Oui, oui, en fait, c'est très intéressant. Donc, ça, c'est vraiment lié aux questions des écoles à Montréal puis au Québec. En fait, les Juifs sont scolarisés dans des écoles protestantes anglophones avant l'arrivée de la plupart des Juifs de Juifs marocains, mais en fait, un peu après qu'ils arrivent aussi. C'est pour ça qu'on a en fait une première génération de Juifs marocains qui parlent l'anglais de façon très canadienne, très anglophone canadien. Après ça, on a la scolarité dans les écoles comme Maïmonide, en fait, l'école Maïmonide de la communauté juive marocaine à Montréal, qui, en fait, la plupart des enseignants sont en fait des Juifs marocains qui parlent français avec cet accent-là, pas forcément dans les écoles publiques québécoises. Et pourquoi, contrairement aux autres, quelque part, toi, tu as l'accent québécois? Peut-être les Québécois de souche, je dirais pas, mais moi, en fait, je suis un peu une exception. Mes parents, en fait, sont nés en Israël, donc il y a les Juifs marocains qui sont venus directement du Maroc, et il y a les autres, en fait, les Israéliens. Mes parents parlent pas du tout le français. Ils parlaient pas du tout le français quand ils sont arrivés. Maintenant, ils parlent. Mais en fait, pour ça, ils m'ont envoyé dans une école, dans des écoles juives anglophones pour l'école primaire, ça s'appelle l'école primaire là-bas. Mais pour l'école secondaire, je suis allé à une école francophone publique. Et donc, j'ai appris le français avec toutes les bons Québécois. Donc, sans faire de généralité, tu es un peu l'exception qui confirme la règle. Oui, en fait, c'est une bonne façon de le mettre. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis les Juifs marocains, c'est devenu une diaspora mondiale? Genre, on connaît tous Gad Elmaleh dans le monde entier? Oui, en fait, Gad Elmaleh, c'est un très bon exemple. Mais en fait, on a des exemples bien plus tôt que ça. On peut parler déjà d'une diaspora mondiale dans le 19e siècle, notamment en Amérique du Sud. Après ça, donc ça veut dire que c'est un phénomène qui n'est pas tout à fait nouvelle, mais qui est en fait beaucoup plus intensifié depuis le milieu de la 20e siècle. De ça, on peut parler de plusieurs types de migration. On peut parler de la migration traditionnelle entre États-nations. On peut parler aussi
de la migration par étapes entre différents pays et d'autres types de mouvements comme le retour au Maroc, des voyages de racines, des choses comme ça. Ça nous donne un exemple d'une scalaire, une diaspora mondiale marocaine. Tu parles de voyages de racines, tu veux dire c'est des voyages de quête identitaire ou est-ce que c'est pour aller en boîte et... On pourrait dire les deux en fait, les deux sont possibles. On sait que sûrement les Juifs marocaines reviennent au Maroc chaque année. Il y en a le corona a un peu arrêté ça malheureusement, mais il y en a des milliers chaque année qui reviennent en Israël, certainement pour les Iloula. C'est-à-dire les fêtes des grands rabbins, et aussi pour les voyages de racines, de voir où les parents, les grands-parents sont nés, sont vécus, et c'est extrêmement populaire sûrement chez les Marocains. C'est plus accessible pour les Marocains par rapport à d'autres communautés juives du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Est-ce qu'il y a le même niveau de pratique chez les Juifs marocains du Québec que chez les Juifs ashkénazes du Québec? Non. En fait, il n'y a même pas la même pratique entre les Juifs marocains du Québec et les Juifs marocains de l'Israël. On peut dire, un exemple, c'est que le Henna, si tu sais, le nuit, pour le mariage des Juifs marocains, on a la nuit du Henna. On le fait à Montréal, le même nuit de la mariage, puis en Israël, on fait complètement, c'est une autre nuit, avec une autre grande célébration. Mais sûrement, les Juifs marocains du Québec font plutôt le rite séfarade par rapport aux Ashkénazes qui ont encore le rite ashkénaze. Je sais qu'on essaie toujours de vesquiller cette question, ouais. Mais c'est quoi ta problématique? Oui, bon. En fait, on pourrait dire que ma thèse cherche à lier le local au national et au transnational, c'est-à-dire qu'on peut parler des politiques des États, des politiques des organisations juives, des réseaux familiales, des réseaux ethniques, des réseaux de solidarité. Et c'est-à-dire que on veut savoir, on veut savoir, en fait, un bon exemple, c'est un article que j'ai écrit avec Aviad Moreno qui va apparaître prochainement chez American Jewish History, qui demande en fait cette question-là. Qu'est-ce qui lie les communautés juives marocaines entre l'Israël et le Québec, par exemple? Et on peut en fait regarder ces communautés dans les années 60-70 et dire que les Juifs marocains au Québec se redéfinissent comme séfarades, que c'est un phénomène très, très québécoise parce que le Québec, durant la Révolution tranquille, se francise et donc ils veulent se montrer comme étant très, très francophones. Mais en fait, en même temps, ils s'identifient et se définissent par rapport aux Juifs en Israël qui subissent d'autres transformations et d'autres phénomènes. Donc, on ne peut pas juste parler d'une communauté dans un cadre national pour vraiment comprendre cette diaspora, même pas pour comprendre une communauté locale. Donc, en fait, à la fois, il y a un phénomène d'influence internationale, oui. Des phénomènes de réappropriation locale, oui. Et finalement, au fond, quelque chose de très national puisque c'est des petits Québécois. Et je me disais... Quel rapport, justement, les Juifs marocains ont au contexte politique québécois, notamment au contexte des thématiques sur le rapport entre les velléités d'indépendance du Québec et le rapport au Canada anglophone? Donc, ils sont un peu, sûrement dans les années 60-70, ils étaient un peu pris entre les deux parce que c'était une situation dans laquelle la plupart des services sociaux étaient offerts par la communauté ashkénaze, donc les Juifs marocains plutôt francophones qui sont migrés au Canada, il y avait beaucoup de problèmes et voulaient en fait être servis en français, mais ne pouvaient pas. Donc, on voulait beaucoup, en fait, la francisation du Québec. On était très pro la francisation du Québec, mais aussi, certainement, la communauté juive ashkénaze qui avait peur de l'indépendance du Québec parce qu'on ne savait pas qu'est-ce que ça aurait donné pour les Juifs. On trouve que les Juifs marocains sont entre ces deux positions. La plupart ne vont pas, en fait, supporter l'indépendance du Québec,
mais vont plutôt quand même vouloir supporter des politiques de francisation. Oui, parce que si on caricature, à la fois on peut vouloir la francophonie, mais en même temps la francophonie dans le contexte québécois, c'est un peu le racisme de mouvements souverainistes. On peut dire, c'est un peu plus compliqué, mais on peut dire en fait qu'il y a un moment dans les années 60-70 sûrement que la Révolution tranquille, puis sûrement des souverainistes, trouvent que en fait les Juifs marocains sont des bons candidats pour être des bons Québécois en fait, parce qu'ils sont francophones, mais ils sont pas catholiques, peut-être il y en a qui sont laïcs, mais ils sont absolument la plupart juifs étant de confession juive. Et c'est un moment où on peut être en fait juive et marocaine et francophone et québécoise, mais pourtant faut être francophone. Donc c'est pas un moment de toute possibilité, mais un peu plus possibilité. Quand tes potes vont en boîte et que tu vas en vacances au Maroc, j'imagine que toi, tu vas aux archives. Du coup, tu travailles comment? J'utilise plusieurs archives, comme l'archive indispensable de l'AU, l'archive de l'Alliance israélite universelle, en fait, qui sûrement, c'était une des plus grandes sources qu'on a sur les communautés marocaines. En plus, j'utilise les autres archives, des archives d'Israël, comme l'archive sioniste, l'archive de l'histoire de la peuple juive à Jérusalem. En plus, des archives municipales comme les archives des villes dites en voie de développement dans la périphérie d'Israël, notamment d'Ofakim, de Netivot, d'Yerucham, qui sont très importants, qui sont très peu utilisés, malheureusement. Et en plus, l'archive certainement de la communauté séfarade du Québec. Et en plus, certainement les journaux canadiens, israéliens, le journal de la communauté séfarade du Québec. Et j'effectue des entretiens dans toutes ces places. Sur tout le XXe siècle. Sur toute la 27e, oui. Ben, en fait, même un peu plus avant, plus après. Une grande partie de ton travail de thèse est consacrée au rapport à toutes les questions de décolonisation, etc., des Juifs marocains. Alors, ça donne quoi dans le contexte canadien et même plus spécifiquement québécois? En bref, on peut dire que à Montréal, par exemple, j'avais dit avant que les Juifs se redéfinissent comme séfarades. Une des buts de se redéfinir comme séfarade, en fait, c'est le vouloir de se décoloniser. Ça arrive au même temps de la Révolution tranquille, quand les Québécois se disent en fait colonisés par le Canada anglophone et l'Amérique et les États-Unis. C'est-à-dire que, en fait, ça se lit bien parce que les deux se trouvent colonisés et veulent se décoloniser. On associe parfois Israël aux thématiques sur la colonisation. Alors, est-ce que les Juifs marocains au Québec, ils sont sionistes, anti-sionistes? Ben, en fait, sûrement, la communauté, en gros, supporte l'Israël très fortement. Dans les années 70, sûrement, on peut parler d'un coin de la communauté qui est très radical, qui supporte, en fait, l'indépendance du Québec, en même temps qui supporte les revendications des Juifs, des Mizrahim orientales en Israël. En même temps, même le coin le plus radical de la communauté ne questionne pas l'existence de l'Israël, mais critique beaucoup l'Israël. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, on trouve un peu moins ce coin radical et plutôt une communauté qui supporte l'Israël très vivement. Roy, merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli.